La séance est suspendue mais elle continue sur LCP. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce traditionnel débat d'après-questions au gouvernement. Sur ce plateau, mes deux invités, d'abord la députée écologiste Eva Sas et puis Philippe Vigier pour le groupe UDI. Tous les deux vont commenter cette séance, vous l'avez vu, largement monopolisée par des thématiques économiques, des retraites, en l'emploi des jeunes en passant par le déficit public. Question gouvernement, le débrief, générique. Et merci d'être sur ce plateau. Chez vous, vous pouvez bien évidemment commenter avec le hashtag LCP. On démarre par un premier sujet, ce sont les retraites. Une réforme que tout le monde juge indispensable. Et bien, au final, quand on aborde les contours, les propositions, et bien le vieux clivage droite-gauche refait son apparition dans l'hémicycle. La ministre Marisol Touraine accusait la droite d'avoir réalisé en 2010 une réforme qui n'allait pas assez loin. On écoute la ministre et on débat juste après. La réforme des retraites est une nécessité parce que vous nous laissez un système des retraites qui est injuste et qui pénalise celles et ceux qui ont commencé à travailler jeunes. La réforme des retraites est une nécessité parce que la réforme que vous avez menée n'est pas allée au terme de ce qui était nécessaire pour les Français. Et cette réforme est une nécessité parce que le régime de retraite par répartition n'a pas été consolidé. Et la ministre pointe du doigt un homme, et ça tombe bien, il est avec nous, salle des 4 colonnes à l'Assemblée, aux côtés de Fernand Tavares. Il s'appelle Éric Woerth. Bonjour, oui. Fernand. Bonjour Thomas. Alors Éric Woerth, la réforme des retraites est une nécessité. Madame Touraine a été acclamée par l'UMP tout de même. Alors ça traduit quoi? Ça traduit dans votre esprit que finalement que de temps perdu, qu'aujourd'hui ce qu'on va proposer, que le gouvernement va proposer, sa majorité, c'est la même chose que ce que vous aviez préconisé et que finalement on aurait peut-être pu gagner ou perdre moins d'argent? Madame Touraine, elle a dit ce que nous disions depuis 4 ou 5 ans, ce que nous avons dit inlassablement pendant la réforme de 2010, et ce qu'elle a nié. C'est pour ça que nous applaudissions, c'est pour ça que les députés de l'UMP applaudissaient, parce qu'ils avaient l'impression de m'entendre, au fond, d'entendre le ministre en charge de la réforme des retraites, à l'époque en 2010, et Madame Touraine sur les bancs de l'opposition qui disait jamais nous reviendrons à la retraite à 60 ans. C'est ça qui a été dit des milliers de fois. En réalité, le gouvernement a ouvert les yeux, mais très tardivement. C'est pas la réforme des retraites qu'il faut faire. Il n'y a pas une réforme, c'est ce que j'ai toujours dit. Il y a des séries de réformes. Il faut continuer à réformer le système de retraite en fonction notamment des circonstances économiques. Les circonstances économiques d'aujourd'hui ne sont pas celles qui étaient prévues en 2010, mais c'est le même outil de prévision, hein, c'est le Conseil d'orientation des retraites. La croissance n'a pas été au rendez-vous. Nous avons fait, donc au lieu de faire 100% du chemin, nous avons fait 50% du chemin à l'horizon 2020. Donc ce gouvernement doit compléter notre réforme. Et on voit qu'il est très très mal à l'aise. Un plus grand nombre d'années de cotisation, c'est ce que le gouvernement dit, mais il ne dit pas quel est le plafond d'âge à atteindre. Finalement, si on augmente la durée des cotisations, eh bien on partira plus tard à la retraite. Il y a une énorme hypocrisie, comme le gouvernement ne veut pas parler de l'âge de la retraite parce qu'il a toujours dit que ce n'était pas le sujet, il parle de durée de cotisation, ce qui est la même chose en moins bien au fond. La durée de cotisation, ça commence à donner un impact financier dans à peu près une dizaine d'années. Et là, c'est un impact très fort. Pourquoi? Parce que des générations de gens qui ont fait des études arriveront à leur retraite à ce moment-là. Aujourd'hui, les gens qui partent à la retraite, ils ont plus que la durée de cotisation. Donc financièrement, ça ne rapporte pas grand-chose. Ce qui rapporte, c'est l'âge. Alors il faut faire un peu des deux, mais l'âge, c'est tabou pour les socialistes, car ils ont tellement nié cela, donc c'est tabou, c'est incroyablement tabou. Et puis en même temps, Madame Touraine dit des choses toujours un peu incroyables. Elle parle de pénibilité des métiers. Nous l'avons fait, nous avons mis la pénibilité dans la réforme et elle ne l'a pas voté. Les gens qui ont commencé à travailler tôt, ça n'a jamais été voté par le Parti Socialiste. C'est François Fillon, puis moi, qui avons permis aux gens qui ont commencé à travailler tôt, c'était avant 18 ans, de partir plus tôt à la retraite. Donc il y a beaucoup de choses qui sont dites. C'est une redécouverte, tant mieux, mais la France aura perdu encore une fois beaucoup de temps. C'était la même chose pour la TVA sociale et plein d'autres sujets. Merci Éric Woerth. Bien voilà, ça nous promet des débats animés dans l'hémicycle dans quelques mois. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup Fernand et merci à votre invité. Philippe Vigier, on parle de cette réforme, je pense, depuis la nuit des temps. Il y a une série de réformes, comme disait Éric Woerth, il a dit lui-même, même ma réforme n'a pas suffi. Que faut-il faire? Allonger la durée de cotisation, désindexer les pensions ou allonger et reporter l'âge de départ à la retraite? D'abord, un mot. Ce gouvernement socialiste est au pied du mur. Madame Touraine était l'orateur du groupe socialiste pendant les 5 dernières années sur les retraites. Et elle a dit, et j'ai relu tous ces documents avec la plus grande des attentions, nous reviendrons
sur l'âge de retraite et nous reviendrons à 60 ans. Et elle se rend compte maintenant, alors que cette réforme, elle ne l'a pas votée. Je rappelle d'ailleurs qu'en 1994, en 2003, la réforme Fillon, et en 2010, jamais la gauche n'a voté le moindre texte. Alors maintenant, jamais elle n'a voté le moindre texte. Maintenant qu'ils s'aperçoivent qu'il y a un problème, nous l'avons dit, il y avait un vrai problème. Alors, quelle piste faut-il emprunter? Peut-être un mot. Les retraités, depuis le 1er avril, viennent de se voir imputer une nouvelle taxe de 0,3%. On vient, ça y est, maintenant, de sanctuariser le fait qu'on allait démarrer la diminution des retraites. D'ailleurs, on a utilisé un mot barbare, mais que les Français ont bien compris, désindexation. Deuxièmement, pour les retraites complémentaires, je rappelle qu'elles ont augmenté moins que l'inflation. Eh bien, que faut-il faire? Il n'y a pas 36 solutions. Premièrement, on sait très bien que l'espérance de vie est tant mieux. C'est un véritable succès. Donc on travaille plus longtemps. longtemps. Il faut donc travailler plus longtemps. Combien d'annuités? 44? Non, pas, écoutez, le problème, Éric Woerth l'a dit, c'est que le modèle économique de 2013 n'est pas le modèle économique de 2012. Concrètement, il faut augmenter la durée de cotisation. D'accord. Combien Écoutez, il faut l'ajuster 42 ans, ou 42 ans et demi peut-être. En tout cas, moi, ce que je veux, c'est restaurer la confiance. Je ne peux pas entendre des jeunes me dire qu'il n'y aura pas de retraite. Je ne peux pas entendre des personnes âgées me dire on va diminuer ma retraite. Donc, augmenter la durée de cotisation. Deuxièmement, arrêter de dire aux Français qu'ils partiront à 60 ans parce que c'est faux, en dehors des carrières longues. Voilà. Et troisièmement, assurer, et ça j'y tiens, assurer le fait que les retraités ne perdent pas de pouvoir d'achat. Voilà. Si on fait cela, on s'en sortira avec la fin des régimes spéciaux et l'harmonisation publique-privée. Peut-être que sur un tel sujet, c'est un vrai sujet de société, on se retrouvera, puisque ça y est, la majorité vient de comprendre qu'elle avait fait une erreur de ne pas voter. Voilà la réforme de Philippe Vigier. Quelle est la réforme d'Eva Sas? Non, je ne crois pas qu'on se retrouvera parce qu'on a une divergence profonde et je viens d'entendre Éric Woerth, c'est que le report de l'âge légal, par exemple, c'est vraiment quelque chose sur lequel on ne peut pas être d'accord parce que ça fait reposer tout le financement uniquement sur ceux qui ont commencé à travailler tôt. Qui va être pénalisé par le report de l'âge légal? C'est ceux qui ont commencé à travailler tôt. Ceux qui ont commencé à 24, 25 ans, évidemment, ça ne peut leur chaud que ce soit reporté à 62, 63 ans. De toute façon, il sera parti après 62, 63 ans. C'est pour ça que c'est profondément injuste. Vous ne voulez pas annoncer l'âge parce qu'ils savent qu'ils partiront à 65 ans. Donc on est dans l'hypocrisie. Disons les choses. Non. Disons les choses. Je pense qu'il y a une chose qui est très importante, c'est que les Français n'accepteront pas cette réforme si elle se fait dans l'injustice. Et c'est ce qu'ils ont ressenti avec la réforme Sarkozy. Donc en quoi était-elle injuste? En quoi était-elle injuste? On ne va pas parler du passé, on va parler de l'avenir. Que fait-on concrètement? Qu'est-ce que vous proposez à Europe Écologie Les Verts pour réformer ces retraites, mais de manière longue, c'est-à-dire les Français voient chaque 3 ans une réforme, au final ce sont peut-être des réformettes, ils disent que fait-on pour les 20 prochaines années? Non, mais je crois que tout doit être sur la table. Je disais qu'il faut que ça se fasse dans la justice. Avant, même comme préalable, je pense qu'il faut s'attaquer à la question de la pénibilité. On nous dit souvent que c'est un problème annexe. Moi, quand je vois qu'il y a 6 ans d'écart d'espérance de vie entre les cadres et les ouvriers, je dis que ce n'est pas un problème annexe et il faut commencer par ça. Sur la durée de cotisation? La durée de cotisation fait partie des choses qui peuvent être envisagées, mais il faut l'envisager. Il faut l'envisager sans tabou. Ça veut dire que moi, ce que j'attends, c'est qu'on connaisse l'impact de cet allongement de durée de cotisation sur le chômage. Parce qu'il ne faut pas que l'objectif de cette réforme, ce soit de remplacer un retraité par un chômeur qui coûte moins cher. Donc quand on met plus de gens... Je revois des idées d'Europe Écologie que nous avez expliquées longtemps, d'ailleurs vous ne l'avez plus dans votre bouche maintenant, que si on diminuait le temps de travail, il y avait moins de gens au chômage. Et si, je me souviens à une époque, vous proposiez que l'on travaille 32 heures. Vous proposiez que l'on travaille 32 heures à l'époque. Eh bien voilà, mais vous savez ce que ça coûte? 23 milliards de niches sociales. C'est un véritable drame car vous plombez la compétitivité des entreprises. Ça a toujours été de faire travailler les gens plus longtemps. Et vous mettez le maximum de gens sur le marché du travail. Et ensuite, il y a énormément de chômage. Et après, vous vous lamentez sur le fait qu'il y a du chômage. Mais on ne se lamente pas, on ne veut pas desservir des petites retraites. Il faut quand même avoir une réflexion un peu globale sur le fait qu'aujourd'hui, on met quand même beaucoup moins de temps pour produire les mêmes choses et qu'à un moment donné, il faut avoir une réflexion sans tabou. C'est vous qui avez des tabous sur la réduction du temps de travail. Il y a un vrai problème, c'est l'emploi des seniors. On va sûrement en parler une prochaine fois, mais aussi l'emploi des jeunes en Europe. 6 millions de jeunes sont aujourd'hui au chômage. Un fléau, on va dire, dont la France et l'Allemagne veulent prendre à bras-le-corps. Pierre Moscovici a défendu l'axe Paris-Berlin pour enrayer ce chômage des jeunes. On l'écoute. Il se trouve qu'il y a eu hier une rencontre, et c'était inédit, entre les 2 ministres du Travail et de l'Emploi, Michel Sapin et Madame von der Leyen, et les 2 ministres des Finances, à savoir Wolfgang Schäuble et moi-même. Et nous nous sommes retrouvés même avec le ministre italien dans le bureau du président de la République pour envisager la manière de traiter ce problème
du chômage des jeunes à l'échelle de l'Europe. Et ce sera le centre, le cœur d'une initiative que nous prendrons lors du Conseil européen du 28 juin. Et parmi ces sujets, en effet, je vous le confirme, il y aura la question de l'apprentissage, il y aura la question de la formation en alternance, sur laquelle nous souhaitons développer ensemble un véritable Erasmus. Vous voyez, quand on est constructif, on avance, c'est ce que nous faisons avec les Allemands. Ce serait pas mal si de temps en temps, nous avions le renfort de l'opposition. Voilà donc pour les premières mesures, en tout cas pour les premières pistes de ces mesures pour l'emploi des jeunes. Cela n'a pas satisfait les tweetos. Regardez d'abord Hugo Zerbib. Pierre Moscovici commente la question puis rappelle les chiffres. Mais sinon, où sont les solutions? Et puis Taillard, un autre tweet. Pourquoi l'UMP est toujours dans l'agressivité et la moquerie? Il devrait applaudir quand la France et l'Allemagne tentent de s'unir. On va peut-être en savoir un peu plus avec Bruno Le Roux. Il est président du groupe socialiste ici même à l'Assemblée et se trouve pas très loin de l'hémicycle aux côtés de Fernand Tavares. Effectivement. Alors Bruno Le Roux, le gouvernement et sa majorité ont agi très rapidement dès les premiers mois à l'Assemblée nationale dans un des projets de loi pour favoriser l'emploi des jeunes. Visiblement aujourd'hui, cette initiative nationale semble un petit peu, entre guillemets, courte et on se dirige plutôt vers un axe franco-allemand initié par le président Hollande. Est-ce que c'est utile de passer par l'Europe pour aller plus vite, précisément parce que les jeunes n'ont pas d'emploi? C'est important de donner une dimension concrète à ce que peuvent être les réussites européennes demain. Je rappelle que nous sommes le 29 mai, qu'il y a 8 ans, les Français disaient non au référendum sur l'Europe. Et en même temps, les arguments, c'était il faudrait un vrai projet de croissance. Il y a un pacte de croissance pour l'Europe. Il faudrait une véritable volonté politique. Aujourd'hui, elle s'exprime sur un plan jeune emploi au niveau de toute l'Europe. Il y a 6 millions de jeunes au chômage, 14 millions dans une situation de difficulté à accéder à un emploi. Et donc je pense que très concrètement aujourd'hui ce plan mobilité, ce plan mobilisation des moyens, ce plan en direction des PME qui constitue un gisement particulier pour permettre aux jeunes d'avoir une première expérience est une nécessité par rapport à la situation de chacun de nos pays, mais est une nécessité pour donner très concrètement cette image de volonté politique aujourd'hui à faire de l'Europe un terrain concret. Mais cet axe franco-allemand est quand même un symbole très fort aujourd'hui. Oui, c'est un symbole très fort parce qu'il va entraîner autour de lui, parce que ça peut être l'occasion, je l'entendais ce matin, de dire que l'Allemagne se refait une image, mais je crois surtout que l'Allemagne est au fait des réalités de ce qui se passe en Europe et que si aujourd'hui elle n'a pas encore décidé à avoir plus de solidarité sur de grands dossiers qui touchent à l'état des pays, qui touchent aux dettes, qui touchent à cette mutualisation nécessaire, à cette intégration supplémentaire vers laquelle nous devons aller, sur la question des jeunes, elle a bien vu qu'il y avait là une urgence et je crois que c'est une des forces du président de la République française que d'avoir réussi à faire en sorte dans une période où tout pouvait sembler bloqué, de décider l'Allemagne à bouger sur un terrain concret identifiable par tous les Européens. Merci Bruno Le Roux. À vous Thomas Soulier. Merci beaucoup Fernand. Philippe Vigier, vous avez entendu Pierre Moscovici, il vous tend la main, pas vous particulièrement, mais à l'opposition en général. Il vous dit, travaillons ensemble sur cet emploi des jeunes, c'est un axe Paris-Berlin, au-delà des clivages politiques. Vous lui répondez quoi? Attendez, nous, UDI, Parti centriste européen, on a toujours dit que l'axe franco-allemand était indispensable. Et d'ailleurs, Pierre Moscovici ferait bien de balayer devant les portes de la majorité. Il y a encore 3 semaines, qu'est-ce qu'on n'entendait pas sur Mme Merkel, sur l'Allemagne, sur l'austérité? Alors qu'il veuille maintenant s'occuper de l'apprentissage et le développer en France comme en Allemagne, très bien. Pour mémoire, 3 fois plus de chômage pour les jeunes en France qu'en Allemagne. 22% en France, 8% en Allemagne. Pourquoi? On démarre l'apprentissage à quel âge en Allemagne? À 13 ans. En France, on le démarrait, comme vous le savez, à 14 ans. Et le gouvernement vient de décider de reculer, il y a simplement 1 mois, cet âge, puisqu'on va démarrer à 15 ans. Donc moi, qu'il faille dans ce sens-là de développement de l'apprentissage, qui serait une grande force, et l'alternance, d'ailleurs au sens large du terme, et d'ailleurs ça serait nous faire un mauvais procès, pas plus tard que hier, le groupe EDI a posé une question à Michel Sapin en lui disant « allons-y, fonçons ». Si le gouvernement va dans ce sens-là, nous l'aiderons, mais pas en affichage des vraies mesures. On a entendu Michel Piron sur ce sujet, en effet, exactement. Hier. Sur l'apprentissage, voilà, 15 ans, 13 ans, vous dites quoi? Revenons à 14 ans, revenons à 13 ans, que l'axe Paris-Berlin, dans les faits, il faut le prouver. C'est la vérité. Écoutez, sur ces sujets-là, il faut avoir un peu de bon sens. Vous vous souvenez, quand vous aviez 14 ans, est-ce que vous étiez prêt à choisir une orientation professionnelle? Moi, personnellement, je ne l'étais pas. Écoutez, je pense qu'il faut combien d'enfants en échec scolaire? Il faut donner et qui à 14 ans sont paumés. Aux jeunes le maximum de chances, et pour ça, il faut poursuivre l'apprentissage général le plus longtemps possible. Nous divergeons profondément. Complètement. Le collège unique est un échec. Envoyer à 13 ans les enfants en apprentissage
apprentissage, parce que ça reste des enfants à 13 ans, c'est quelque chose effectivement Et je préfère qu'ils aient un métier plutôt qu'ils soient chômeurs. Sur ce plan sur l'emploi des jeunes, on a entendu les premières mesures, les premières pistes. Ce plan coûte 6 milliards d'euros au niveau européen. Je crois avoir lu ce matin que c'est 166 euros par jeune en difficulté. Vous dites quoi? Aller encore un petit peu plus d'argent dans la cagnotte des jeunes? Non, mais je crois qu'il est quand même positif de développer au niveau européen et la mobilité et l'apprentissage, mais pas à 13 ans évidemment. Est-ce qu'il est assez ambitieux, Madame ce Sass, plan? nous avons proposé 14 ans. Ce qui était le cas avant. En disant que c'était 13 ans. Et pourquoi? Parce que j'ai obligé d'ajouter tout à l'heure que le nombre d'apprentis, Madame Sass, l'année dernière, a baissé de 42 000 sur l'année. On va parler du par rapport plan à 2011. de manière globale, Voilà. Eva Sass. Est-ce qu'il est assez ambitieux? Je pense qu'il est ambitieux, mais ça reste une opération de communication. Moi, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Moscovici va Je pense apprécier. que, par exemple, miser sur l'accès au crédit des PME, c'est un peu inopérant dans la situation dans laquelle on est, parce qu'il n'y a pas de demande. Donc, il n'y a pas d'investissement dans les entreprises, parce qu'il n'y a pas de demande en face. On est dans une trappe à liquidité, comme on dit. Donc, je pense que là, c'est pas la bonne opération. Je pense qu'il y a surtout des choses qui sont faites au niveau français. Je pense que les emplois d'avenir, c'était une bonne chose. Et ça reste une bonne chose. Il faut essayer de les ouvrir un peu plus, et on va peut-être être d'accord sur le fait que le secteur marchand, par exemple, doit pouvoir bénéficier Je dois plus vous rappeler que des l'UDI emplois a d'avenir. voté les emplois d'avenir Exactement, et a voilà. fait des Et il y a des propositions choses sur lesquelles on est d'ouverture. d'accord. Le ministre ne les a pas entendues, on a quand même voté, il n'y en a que 20 000. Ça ne suffira pas. Oui, Je on a rappelle, même fait 17 000. 22% de chômage chez les jeunes. On ne Mais peut je pas, crois mais que c'est plus un vrai profondément. drame humain. Je ne sais pas si vous avez des Sur grands Sur enfants l'emploi qui des cherchent jeunes, des il y a jobs. des choses qui sont faites, mais on ne Ils cherchent résoudra un pas le emploi, problème mais de c'est l'emploi des jeunes difficile. si on ne résout pas le problème de l'emploi au global, c'est-à-dire qu'il faut se mettre dans une logique d'investissement et sortir de la logique d'austérité. Vous dites comme Eva Sass, 6 milliards d'euros, c'est simplement de la communication? Attendez, nous, si c'est un plan qui va dans le bon sens, on le soutiendra. Si oui, il y a un paquet qui est mis sur la table pour faire en sorte qu'on aide le modèle économique français, qu'on favorise l'insertion des jeunes, je diverge avec vous, madame. À 14 ans, quelquefois, il y a des enfants qui sont en échec scolaire, qui ne veulent plus le mode classique, mais ce sont les réalités du terrain. Vous pouvez les nier, je respecte. Je respecte, non mais pardonnez-moi, s'ils vont en entreprise, ils voient autre chose en alternance, ça peut être une ouverture pour eux, un épanouissement, et ça procède d'une chose, la revalorisation de tous ces métiers. Il faut considérer que toutes les formations doivent mener à un emploi. La dignité passe par l'emploi. Et le débat pourra se poursuivre durant tout le mois de juin, car nous connaîtrons enfin ce plan d'action européen le 3 juillet. Ce sera lors d'une réunion à Berlin. Il faut donc trouver de l'argent. On en parle depuis 20 minutes environ. Les retraites, l'emploi des jeunes dans une période de diète budgétaire. Le déficit de l'État a atteint en 2012 87,2 milliards d'euros. Bruxelles a laissé 2 ans de répit à la France pour ramener le déficit sous la fameuse barre des 3% du PIB. La France en a fait maintenant une promesse et le message est clair. On ne fera pas comme nos prédécesseurs. Le message est martelé par Bernard Cazeneuve, le ministre du Budget. C'est il y a quelques minutes dans l'hémicycle. Entre 2007 et 2012, les dépenses publiques en France ont augmenté de 170 milliards d'euros, avec un taux de progression des dépenses publiques en moyenne de plus de 2%, alors qu'en 2012, elles n'augmentent que de 0,7% et que nous allons les faire évoluer de 0,5% pour les années suivantes. Et puisque vous voulez que je vous parle de maintenant, je le fais bien volontiers. En 2012, le déficit structurel de la France a été diminué de 1,2%. Il le sera en 2013 de 1,8% et en 2014 de 1%. Pouvez-vous me donner une année pendant les 10 ans où vous avez gouverné, où vous avez obtenu ce type de résultat? Jamais. Est-ce que vous pouvez m'indiquer une année où vous avez diminué les dépenses de l'État? Nous le faisons en 2012 de 300 millions, nous le ferons en 2014 de 1,5 milliard. Jamais. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de diminution de la fiscalité pendant la période où vous avez été présente? Elle a augmenté massivement alors que Nicolas Sarkozy avait proposé de la diminuer de 4%. Votre bilan est accablant. Et voilà, le bilan accablant, la faute à la droite, quasiment leitmotiv durant ces questions au gouvernement. D'où ce tweet d'un fidèle téléspectateur de LCP, Fabrice. 1 an après, on en est encore au bilan. Ce sont les socialistes, cherchent à combler un vide. Eva Sass, cela fait 1 an qu'on entend toujours la faute à la droite, le bilan. Il ne serait pas temps de voir plutôt le futur que le passé? Je crois qu'effectivement, le temps du bilan est passé, que maintenant, il faut
proposer des choses. Il y a des choses qui sont proposées, mais moi je voudrais revenir 2 minutes sur ce qui a été, ce que la Cour des comptes a dit pour 2012, que je trouve intéressant parce que on a montré en 2012 qu'on diminuait le déficit de l'État de 3 milliards et on l'a fait comment? Par l'augmentation des recettes fiscales sur des cibles très précises. C'est-à-dire qu'on a fait contribuer les banques, les opérateurs pétroliers, les hauts patrimoines. On est quand même dans une logique là de justice fiscale qui a donné ses fruits et qui a permis de réduire les déficits. La Cour des comptes dit en même temps le rabotage des niches et la hausse des impôts, ça ne suffit plus. Il faut des réformes structurelles. Alors, elle dit pas exactement ça. Elle dit il y a 70 milliards de niches fiscales et il faut les revoir entièrement. Oui. Et ça dit depuis plusieurs années, ça n'est toujours pas fait. Et pour moi, c'est la piste principale. Philippe Vigier, sur ce sujet, on va pas assez loin, vous direz comme la Cour des comptes? Écoutez, nous, vous savez, à l'UDI, nous sommes très à l'aise. On a proposé de façon permanente, depuis 2007, diminution des dépenses publiques, notamment le rabot sur les niches fiscales. On verra ce que fera le gouvernement. L'année dernière, lorsque j'ai déposé les amendements, comment se fait-il qu'il n'ait pas été voté pour diminuer de 10 milliards les niches fiscales par un coup de rabot généralisé? Ça n'a pas été voté. En revanche, si, vous avez fait pire. Vous avez fait en sorte que les emplois à la personne, comme vous le savez, on diminue la possibilité de déduction. Et la Je savais que l'UDI allait parler des emplois à la personne aujourd'hui. Et oui, ce sont des centaines, mais ce sont des emplois non délocalisables, ce sont des emplois utiles. Et je voudrais dire que surtout que depuis que le gouvernement est arrivé, et j'ai apprécié d'ailleurs ce qu'a dit ma collègue Hélène Sass, on va pas faire le bilan des 10 dernières années, parce que moi si je fais le bilan d'un an, je pourrais également être très dur. Juste une chose, le président de la République, le 9 septembre 2012, a dit dans un an, la courbe du chômage sera inversée. Je lui donne rendez-vous le 9 septembre 2013. Je ne veux pas être violent sur la croissance. Nous allons voir. Les choix budgétaires vont arriver. Nous disons que si on ne diminue pas les dépenses publiques, la RGPP qui a été abandonnée, qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que vous appelez à un collectif budgétaire, comme certains l'appellent à l'UMP? Absolument. Notamment. À l'heure actuelle, il faudrait que le ministre du Budget nous confirme qu'on va pouvoir continuer jusqu'au mois d'octobre sans faire un collectif budgétaire. Certains parlent de 20 à 25 milliards d'euros qu'il manquerait dans les caisses. Est-ce que oui ou non, vous allez augmenter la CSG à l'automne? Nous verrons bien. Moi, je ne vois pas comment vous ne pourrez pas faire autrement. Donc, je vous en prie de la rigueur budgétaire. Pour autant, ce qu'il faut, c'est travailler sur la compétitivité. Et je reviens à cette réforme majeure qui avait été balayée de revers de main, la TVA sociale ou TVA compétitivité. Vous verrez que vous augmenterez la TVA. Nous avions proposé, comme l'a proposé Louis Gallois, homme de gauche, 5 points d'augmentation de TVA à 19. C'est le seul moyen de faire 30 milliards de diminution du prix du coût du travail. Si vous ne diminuez pas le coût du travail, eh bien, vous verrez, les entreprises iront de mal en pis. Vous avez entendu la Commission européenne, c'est il y a quelques heures environ, il donne des chiffres pour le déficit public, 3,9% en 2013, 3,6% en 2014, 2,8% en 2015. Vous lui dites quoi, la Commission européenne? D'accord, on va respecter tout cela? Je pense on va être des bons élèves? D'abord, il faut arrêter effectivement d'être dans une logique de bons élèves. Il faut réfléchir à l'efficacité. Mais la Commission européenne, elle ne dit pas que des choses inintéressantes. Elle dit par exemple qu'il faut faire plus de fiscalité écologique, si vous lisez bien. Donc ça je savais que c'était un point. Ça devait financer les CICE, vous vous en souvenez? On va être d'accord avec la Commission européenne là-dessus. Et puis après, une fois de plus, qu'est-ce qu'on entend par réforme structurelle? On parle réforme structurelle, réforme structurelle. C'est le périmètre de l'État. Je pense que chacun entend ce qu'il veut. Moi, si on me dit qu'on va analyser l'ensemble des niches fiscales, pour moi, ça, c'est une réforme structurelle et non pas mettre un coup de rabot, comme vous dites. Parce que ça, c'est une façon complètement unifiée et puis vous ne regardez pas l'efficacité de ces niches. Ça veut dire que de façon indifférenciée, vous allez raboter, y compris des choses qui sont efficaces. Quelle niche il faut maintenir, par exemple, Eva Sass? Je vais vous dire celle qu'il faut réduire, par contre. La Cour des comptes, en décembre 2012, a fait un référé qui montrait que le différentiel de taxe sur le diesel, ça coûte 7 milliards d'euros par an et c'est contraire à tous les objectifs de santé publique. Philippe Vigier, est-ce qu'il faut tout raboter ou vous dites qu'il y a des niches qui sont aujourd'hui utiles pour les Français? Non, mais qu'il faille, la Cour des comptes nous donne la marche à suivre, voir évidemment l'impact de ces niches fiscales, ce qu'on appelle les études d'impact. On sait que la méthode la plus simple, c'est le coup de rabot généralisé. Pourquoi? Dans chaque niche, il y a un chien, chacun le sait, c'est comme cela. Il y a toujours des défenseurs. On a bien vu pour le Dom-Tom ou d'autres secteurs, où évidemment chacun essaie de préserver, et les lobbies quels que soient les groupes seront là pour et les différents lobbies. Donc il faut que l'État diminue son périmètre d'action, sinon nous n'y arriverons pas. Merci à vous d'avoir été les invités de ce débrief des questions au gouvernement. Merci à vous de votre fidélité et très très belle suite des programmes sur LCP.